Okay. Hello, hello. Good afternoon. If everyone could take their Bonjour, petite annonce pour vous demander de bien vouloir prendre place, s'il vous plaît, comme ça on pourra commencer. Je suis ravie de pouvoir animer ce panel de panélistes distingués. Je voulais, juste avant de présenter les panélistes, remercier, comme d'autres avant moi, nos hôtes, les organisateurs de cette conférence. Je m'appelle Kalia Brooks, je suis directrice des programmes et des expositions à New Haven, à Next Haven, aux États-Unis. Et je vais présenter les différents panélistes. Et comme l'ont dit les autres modérateurs, vous pouvez tout à fait vous référer au programme pour avoir les différents éléments détaillés de leur carrière, biographie. Moi, je vais juste vous donner le titre de leur présentation et une biographie succincte. Ce panel sur les commissaires d'exposition noirs, Black Curators Matter, ça fait partie d'un projet qui est mené par l'Université de Columbia et au sein du programme des arts de la diaspora africaine. À ma gauche, Sandrine Collard qui va nous faire une présentation sur la collecte et le commissariat au Congo. Elle est chercheure et commissaire hors les murs à la Fondation Canal Pompidou à Bruxelles, où Jaco Hackley va nous parler du commissariat qui travaille au musée d'art américain. Simone Pierre-Njami va nous présenter qu'est-ce que le noir, What is Black. Elle est romancière et cofondateur de la revue Noire. Dr Kelly Jones qui va nous parler de Suzanne Jackson et les écologies de l'abstraction. Kelly Jones gère le département des études de la diaspora et professeur au sein du département d'histoire de l'art de l'Université de Columbia. Et Cheryl Finley qui prend la place d'Anne Lafont parce que Anne Lafont malheureusement a dû nous quitter il y a quelques instants pour une urgence familiale. On lui souhaite tout le meilleur et Cheryl a donc décidé de prendre sa place. Elle a très gentiment donné son accord pour présenter les différents éléments d'Anne Lafont aujourd'hui. Comme tous ceux qui ont déjà pris la parole avant moi, je voulais remercier tous les organisateurs, Cheryl Finley, Deborah Willis et les autres. Merci beaucoup de tous ces moments. C'est vraiment très nourricier de faire partie de cette communauté de chercheurs, et ce depuis de nombreuses années maintenant. Alors, moi, je vais parler de mon programme, le programme que je travaille en ce moment en termes de commissariat, et c'est recapturer le Congo. C'est une exposition que j'ai organisée après une décennie de recherche sur les archives photographiques entre 1885 et 1960. Ça a été présenté au musée photographique d'Anvers en Belgique, et ce jusqu'à janvier dernier. Il y avait une double perspective avec une déconstruction de l'hégémonie, de la propagande belge autour du Congo. Et nous avons mis ça en parallèle avec la réalité des Congolais-Congolaises. Dans ce contexte-là, le titre « Recaptioning » reprend la notion photographique de fixation du sens et sur
le recentrage de différentes visions, parfois divergentes, sur les histoires coloniales. On suit l'occupation coloniale qui a commencé en 1885 et on a eu un événement photographique de taille qui a resitué ces éléments dans le cadre de preuves documentaires. La violence perpétrée contre les travailleurs africains dans le cadre du travail forcé a été nommée les atrocités du Congo. Et les gens sont devenus les sujets photographiques d'une campagne sans vergogne. Dans ce contexte-là, la nouvelle invention du Kodak a permis la reproduction de ces images dans toute une série d'ouvrages. Ce scandale a mené à des critiques acerbes sur le régime le régime au Congo instauré par le roi Léopold. Toute une série d'images très difficiles à voir. Je ne vais pas les partager avec vous aujourd'hui parce que des images de violence contre des corps noirs, c'est extrêmement problématique, comme vous le savez tous. Et on a obligé le public à lire un texte avant de rentrer dans cette partie de l'exposition pour leur signaler ce qu'il y avait derrière le rideau et les objets à le contextualiser. La construction photographique d'un Congo belge a contribué à légitimer les pouvoirs coloniaux et a aussi attiré des colons venant de Belgique, venant de la métropole. L'illustration congolaise, c'est le magazine illustré de l'époque, publié entre 1924 et 1940. Dans les images et les textes, le Congo y était montré comme en chemin vers la transformation de la métropole. Ici, vous avez une photo qui essaye de montrer que le Congo est un endroit qui accueille les familles. Et là, vous avez le paysage africain. C'était une stratégie rhétorique utilisée à maintes reprises dans le magazine où les paysages africains sont décrits comme étant très similaires, quasi semblables aux paysages belges. Pendant la publication, les 30 années de publication du magazine, cette stratégie de rapprochement entre le Congo et la Belgique a été perpétrée. Dans ce contexte-là, les photos des Africains ont été reproduits à leur insu dans les magazines. C'est une sorte de double conscience, comme l'a nommé W.E.B. Du Bois. Et c'est pour cela que nous avons imprimé ou mis les photos en lien avec des images toile de fond. C'est pour souligner cet état divisé de l'être, de la façon dont les peuples noirs ont été objectifiés devant les caméras. Et on met en abîme la notion de se regarder à travers le prisme de l'autre. Antoine Freitas travaille dans la province du Kasaï en tant que photographe itinérant. Il a travaillé toute sa vie dans le Congo et dans les portraits, les photographes qu'il a pris des Congolais, il a levé le voile littéralement, réellement sur ce pays lorsqu'il a justement décidé de postuler pour le poste de photographe itinérant pour le roi des Belges. Dans ce contexte, vous avez ici quelques exemples un exemple des portraits qu'il prenait dans la région Kasaï. Le domaine colonial, les domaines indigènes n'étaient pas complètement hermétiquement fermés et dans ce contexte-là, on a toute une série de choses qui se développent à l'intersection de ces deux domaines. Souvent, les clients congolais demandaient à être photographiés par Freitas.
Ces clients envoyaient aussi leurs photographies privées pour publication dans différents magazines. Par exemple ici, Nos Images, qui était un magazine colonial, qui est une publication qui tente de cajoler le lectorat noir dans une certaine acceptation d'images coloniales, d'où le titre Nos Images, en mêlant images personnelles, images de propagande. C'est un magazine qui était également traduit dans 3 langues, Chiluba, Lingala et Swahili, 3 langues locales, pour essayer d'impulser une assimilation par les communautés congolaises. C'est quelque chose qui était orchestré par les autorités coloniales depuis 1940 avec une couverture du Congo colonial pour éviter des photographes qui viendraient de l'extérieur, qui ne mettraient pas en avant le point de vue officiel belge. Dans ce contexte-là, suite à la Deuxième Guerre mondiale, avec le nouveau schéma géopolitique qui s'en dessine, et avec, dans la foulée des mouvements d'indépendance, les administrations coloniales se sont portées sur les classes moyennes congolaises, en essayant de, encore une fois, créer un rapprochement entre ces classes moyennes congolaises avec les classes moyennes belges, de sorte avec pour objectif, de déjouer toute tentative d'indépendance. Là, vous avez Patrice Lumumba qui visite une exposition de Picasso au Palais des Beaux-Arts à Bruxelles. Lui faisait partie de cette classe moyenne émergente. Ce sont des images qui sortent de l'agence de propagande coloniale à Fort Congo. Là, vous avez des gens qui reçoivent leur certificat de classe moyenne, d'appartenance à la classe moyenne. Et puis, lorsqu'on parle de Léopoldville, c'est-à-dire Kinshasa aujourd'hui, une ville qui était très divisée selon des lignes de ségrégation, il y avait une autre réalité très différente. Et là, on a une photo qui vous montre une séparation entre les quartiers européens et la cité noire. Donc on passait vraiment d'un quartier de blanc à un quartier de noir. Et là, Jean de Para a documenté toute une série de vies noires sous le colonialisme avec un prisme extrêmement différent et anticolonialiste. Là, vous avez une transgression littérale du couvre-feu et des rôles de femmes. Les femmes dans les photographies de Depara sont des femmes libérées qui font la fête et qui vont à l'encontre de l'idée de la femme bonne mère, bonne femme au foyer qui était véhiculée par l'administration coloniale. Dans ce contexte-là, les modèles choisis par Depara font montre de leur sexualité très ouvertement. Là, vous avez aussi une photo de Depara qui reprend son inspiration dans le contexte américain avec Buffalo Bill. Ici, on voit des bodybuilders faire montre de leur force physique, encore un mode de transgression dans un système colonial où le corps noir est censé ne jamais utiliser leur force physique pour des actes de résistance, mais que pour des actes de renforcement, de construction de la colonie. Les photographies de Para, de transgression, chaque image est un acte transgressif qui constitue une pierre sur la route de l'indépendance. Là, vous avez encore une des photos de Para, mais l'exposition s'est terminée sur une salle avec des diptyques qui étaient présentés à la Biennale de Lubumbashi, et j'y étais la conservatrice commissaire aux expositions. Là, on avait un diptyque avec des images et des nouveaux chapitres, des nouveaux titres pour essayer d'intégrer les réactions aux images également.
Là, vous avez par exemple, moi je les appelle les diptyques Lumumbashi. Et vous avez une photo, en fait c'est ma grand-mère à gauche. Et vous avez des images en juxtaposition avec ce que les femmes congolaises devaient faire pour bien travailler pour la colonie. Et puis après, on a une nouvelle légende apportée par les femmes de Lumumbashi d'aujourd'hui, évoquant ses souvenirs, leurs souvenirs de cette époque. C'était important pour moi, lorsque j'ai fait mon terrain au Congo, de vraiment assurer que cette exposition vise les gens dans la localité. Ça, c'est la partie de l'exposition qui a été ouverte en 2019. C'était à ce moment-là un projet de relégendage, recaptioning. Et c'était important pour moi de commencer à créer l'exposition in situ là-bas et que ensuite de la faire venir en Europe ou de la faire voyager ailleurs, parce que je voulais vraiment que le public soit de prime abord congolais. Et les jeunes d'ailleurs s'approprient véritablement ces discussions post-coloniales, et c'est aussi pour cela que je voulais les montrer sur ma dernière diapositive, parce qu'on parle de la restitution souvent des objets d'art, des objets, des artefacts, mais lorsqu'on parle de restitution, on devrait aussi réfléchir à la restitution des discours, des discussions, et c'est tout aussi important que le retour des objets. Merci beaucoup. Thank you, Sandrine, so much. Merci Sandrine, c'était vraiment très intéressant. Et je vous remercie d'être ici aujourd'hui. Merci Clia de nous avoir invités. Merci Dr Deb. Alors, en réfléchissant à cette question des commissaires noirs, en fait, on m'a demandé de réfléchir à ce panel. Ça m'a fait réfléchir à mon expérience en tant que commissaire noir et le type de cycle, les espèces de cercles qui se dessinent dans le cadre de l'héritage qui est le mien, et la façon dont je fais partie, dont je m'inscris dans cette continuité. Et puis, le fait que ça aurait été impossible que j'ai cette carrière sans de nombreuses personnes qui sont ici, d'autres qui ne le sont pas, d'autres que je vais évoquer. Alors, on va passer tout ça en revue de manière chronologique. Au cours de la recherche que j'ai fait pour cette expo, We Wanted a Revolution, pour notamment le collectif féministe noir qui est ressorti de Boston dans les années 70. La dernière phrase est importante. On rejette les piédestals, le fait d'être considéré comme reine et le fait de marcher 10 pas derrière un homme. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappée, parce que je pense que c'est ce que l'on fait tous, en fait, que ce soit dans notre vie personnelle, que ce soit dans notre cheminement, dans notre carrière. Cette idée, oh là là, complètement folle, de simplement être considéré comme une personne, que ce soit une personne femme, homme ou autre, qu'on soit noir ou autre, tout ce qu'on souhaite vraiment, c'est d'être nous-mêmes et d'être accepté comme on est. Et bon, on va aller rapidement. Hein. Je ne suis pas en train de vous passer en revue mes photos de famille. Non, non, là, c'est une photo des artistes de l'exposition. Julie Méritou était à gauche pour vous en tout cas. Richie Johnson, Dave McKenzie, de nombreuses figures que je pense qui vous sont familières. Moi, j'ai commencé à y travailler pour la deuxième version. Et c'est aussi là que j'ai rencontré mon futur mari. C'est la première fois
quand j'y ai travaillé, je me suis sentie vraiment toute petite, néanmoins commissaire noir, et toute une série était là. Rashida Bambray, Warren Haynes, Thomas Lack, Sandra Toxin-Dumont, Clea Brixton et Marish McCampbell, Naomi Beckwith, Kelly, Energy Experimentation, toute une série d'artistes. Donc ce Studio Museum à Harlem s'inscrit dans une histoire, et ça a vraiment façonné mon expérience aussi. Alors là, on passe au musée Brooklyn. Je vais aller un peu rapidement pour vous donner simplement une idée des différentes œuvres. Là, il y avait Crossing Brooklyn. Donc, en fait, il y avait ces moments, ces points d'orgue où j'ai pu travailler avec des artistes de manière différente, avec notamment toute une série de conseils et d'accompagnements apportés par d'autres générations avant moi de commissaires noirs. Et dans ce contexte-là, c'est comme si j'étais intégrée dans une existence partagée, une sorte de réseau parallèle qui vient des années 80 et de l'héritage des années 80. Moi, j'avais des noms que je rencontrais tout d'un coup, mais qui étaient des personnes qui avaient jalonné mon parcours académique, universitaire ou d'études. Et puis, c'est une façon, si vous voulez, entre ces réunions, ces rassemblements permettent non seulement d'avancer en tant qu'individu, mais d'avancer en tant qu'institution aussi. Linda vient juste de terminer une exposition au MoMA. Il y a toute une série de choses qui en découlent. Et ça témoigne du fait qu'on puisse vraiment changer les choses, façonner les choses et créer de nouvelles évolutions. Donc ça, c'est un... Nous souhaitions une révolution. We wanted a revolution. C'est une exposition que j'ai organisée. Et c'est ressorti d'une analyse du féminisme qui prêtait un peu moins d'attention aux féministes noires. Donc là, vous voyez une œuvre d'art que j'adore particulièrement parce que c'est quelque chose qui me parle, The Dinner Party, en tant qu'étudiante de l'histoire de l'art, mais ça cache beaucoup plus aussi. Donc, au centre SACLA, on se disait, tiens, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Moi, j'étais revenue à Brooklyn à ce moment-là. Et donc, c'était vraiment intéressant d'intégrer cette perspective. Donc, là, on a deux œuvres qui mettent tout ça en exergue. Moi, cette exposition m'a vraiment souligné l'importance des archives, archives papier, archives photo, mais les archives de la transmission de l'oralité également, si je puis me permettre, une archive d'oralité. Et cette peinture a été faite en collaboration avec des femmes prisonnières qui étaient dans une prison dans la ville de New York. C'est un tableau qui avait vécu, entre guillemets, dans la prison, était sorti à différents moments pour des expositions. Ensuite, on s'en était débarrassé parce que c'est devenu une prison d'hommes. Les hommes prisonniers ne souhaitaient pas du tout regarder ce tableau, donc on l'avait recouvert. Et puis du coup, c'était un tableau que j'avais vu dans toute une série de notes, d'archives. Je l'avais jamais vu en personne. Et le fait de faire partie d'un musée, d'une institution, il y avait d'ailleurs toute une série d'autres parties prenantes. On a pu faire en sorte que ce tableau soit montré dans le musée et qu'ensuite il était intégré à la tournée qui était organisée pour l'exposition. Il y avait un autre panel, Faith Said. Quelqu'un a dit qu'il ne souhaitait pas que ce tableau retourne en prison, et d'ailleurs il est resté dans la collection permanente et de ce fait vit une nouvelle vie. Et la deuxième chose que je voulais souligner là, c'est Marilyn's Meaning.
Leaning. Donc, c'est ce qui a été fait en 1979. Ça a été inclus dans une expo sur l'abstraction, je pense, qui a été organisée en 81. C'était vraiment typique du travail de Maren à cette époque. Ça a été donc montré dans une exposition, ensuite rangé dans les collections, dans les collection du musée et laissé en stockage pendant très longtemps. Et puis finalement, lorsque j'ai souligné, lorsque j'ai parlé de ce travail et de mon intérêt pour cet artiste, la personne à qui je m'adressais m'a dit « Eh bien oui, ben on l'a dans les collections. De ce fait, on a pu le récupérer et de l'intégrer à l'exposition pour la tournée. » Et quelqu'un, à ce moment-là, du MoMA, c'est génial, m'a dit ou s'est dit. Et c'est superbe parce que lorsque je réfléchis à la façon dont je fais mon travail et ma carrière, c'est pas parce que je souhaite attirer l'attention du MoMA, parce que c'est MoMA, c'est plutôt que je souhaite défendre la carrière des artistes. Et je veux assurer aussi que le contexte qui est ouvert aux artistes afro-américains, aux artistes de couleur, soit le plus large possible. Et de ce fait, lorsque ces expositions sont organisées, des expositions qui se reportent sur un regard historique, ça permet de réécrire l'histoire, justement. Parce que ces collections permanentes, par exemple dans les grands musées comme le MoMA, sont réorganisées. Ça n'arrive pas très souvent, peut-être une fois par an, ça dépend des aléas, des budgets. Et là, vous avez l'œuvre de Maren qui est en avant-plan. Et derrière, on a un tableau d'un autre artiste connu qui se connaissent. Ces deux artistes se connaissent, collaborent depuis des années. Et du coup, de les voir ensemble dans le contexte d'une histoire de l'art dépeinte par MoMA comme une histoire de l'art moderne, c'est vraiment fantastique. Encore une fois, c'est pas parce que le MoMA est le musée connu et reconnu, c'est parce que il fait dialoguer deux artistes qui ont une œuvre absolument géniale et l'intégrer dans cette enceinte est vraiment quelque chose d'assez remarquable. Et puis, bon là, vous avez d'autres images d'exposition que j'ai organisées et ces tableaux-là étaient chez l'artiste et ensuite achetés par des musées. Et puis, vous avez celui de la gauche qui s'appelle Flower Sniffer. C'est un autoportrait. Et en fait, il y a une relation entre ces deux tableaux qui ont été réunis, ensuite, séparés, mis ailleurs et ensuite réunis. Et l'artiste savait que ces deux tableaux n'étaient plus, entre guillemets, ensemble, mais était ravi de voir que dans cette exposition, oui, ils ont été réunis de nouveau. Dinga McCannon, là, je l'ai inclus parce que une des choses qu'elle a faites et qu'elle a dites et qui revient régulièrement dans le cadre des artistes de cette génération, c'est de se dire, bon, ben, j'ai frayé mon propre chemin. Et là, vous avez la Statue de la Liberté. Et j'y pensais lorsqu'on avait la présentation tout à l'heure avec la photo Statue de Liberté, notamment ceux qui sont rendus ou généralement laissés de côté et ne sont pas visibles. Denga avait cette possibilité justement de plier ce tableau pour qu'il rentre dans son coffre parce que personne ne s'intéressait, entre guillemets, à ce type d'œuvre qui était faite à ce moment-là. Là, je vous montre aussi un article avec toute une série d'œuvres, de productions par ce collectif de femmes artistes noires dans les années 80. Et là, vous pouvez vraiment sentir leur joie d'être ensemble, du fait de faire partie intégrante d'une communauté. Mais encore une fois, il y a toute cette idée des différentes identités qui s'entrecoupent. On peut être mère, enseignante et artiste noire, toute une série d'identités différentes. Et dans ce contexte-là,
elles agissaient ensemble, elles étaient solidaires. Par exemple, Dinga, quand elle doit plier son tableau pour le mettre dans son coffre, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui s'occupe de son fils, etc. Et puis, et là, vous avez Senga Nanguli, une lettre à Linda Good Bryant, où elle lui demande de mettre de côté des collants pour elle. Est-ce que ça va aider la cause? Donc voilà, Linda travaillait comme galériste, donc une autre femme noire conservatrice commissaire. Et elle lui dit, bon, bah, garde tes collants pour moi, mais parce que c'était la chose à avoir à ce moment-là, et plus maintenant, on est d'accord. Et puis à droite, vous avez un article avec des notes par Maren Hassinger. Bon, tout ça, c'est des choses qui sont envoyées. Là, elle dit... J'aime pas le fait qu'on me compare à Betty sur la base uniquement de la couleur de ma peau. C'est une façon de nous garder, nous maintenir à notre place. Donc là, oui, effectivement, on peut lire ça des deux manières. On peut dire, oui, on est dans le LA Times, mais en fait, c'est deux photos qui n'ont pas grand-chose à voir l'une avec l'autre. Là, vous avez Faith qui est en train de manifester devant le Whitney en 1971. Et elle est là avec sa fille, avec un panneau qui affirme l'importance d'inclure les femmes noires à hauteur égale des hommes. Et je voulais juste terminer sur une diapo. Toutes ces collections, toutes ces connexions, là, quand je suis allée au Whitney, la première expo sur laquelle j'ai travaillé, c'est une démonstration. On le voit ici à gauche. Et on voit ici Faith Ingold justement avec son œuvre. Et voilà, j'ai vraiment juxtaposé ces deux types de démonstrations, de critiques. Et là, il y a aussi des personnes qu'on voit qui sont quand même... ça se voit sur quoi ils protestent. Donc on a aussi intégré tout ça dans l'exposition pour essayer de mettre en exergue cette notion de radicalité, de manifestation. Et ici, vous avez la biennale, mais je vous montre des images rapidement. Je vous invite à voir ces expositions si vous êtes à New York. En fait, tout cela a mené à la biennale où j'ai pu travailler avec une grande diversité d'artistes, Try Michi et bien d'autres. En fait, 6 décennies ou 7 décennies séparent ces deux artistes et pourtant ils ont beaucoup en commun. Myriam Benani et puis Julie ici. Au début, elle avait un style assez libre. Et ici, avec Christine Waikim, j'ai été co-commissaire de cette exposition. C'est elle, en fait, qui m'a recrutée, qui a vu en moi une commissaire d'exposition noire. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui se sont réunies en cette exposition. Ici, vous avez en quelque sorte nos idées de catalogue. Vous avez des drapeaux, vous avez des flyers en bas à gauche. Vous avez de nombreuses personnes représentées. Il y a Lola. Lola, est-ce qu'elle est encore ici? Elle est bien là. Et donc, c'était vraiment l'occasion, ce travail sur le catalogue, de recréer ces différences. Donc, certaines références que l'on retrouve dans les expositions. Et c'est vraiment porté par nos passions, nos obsessions. Et tout ce travail prend vie. Tout ce travail dans notre rapport avec les artistes. Ici, vous avez Christine, moi-même et Julie travaillant sur l'exposition. Et ici, vous retrouvez l'œuvre de l'exposition précédente. Nous l'avons incluse de nouveau. Et ici, un tableau que Julie a créé. Est-ce qu'Alexis est ici? Donc, en fait, qui s'inspire du radeau de Médusa. Et donc, en fait, qui aurait pensé que les artistes contemporains d'origine éthiopienne, brésilienne et autres auraient encore en tête, d'une part, cette œuvre, mais aussi
qui eût cru que ce tableau continuerait à susciter autant de réflexions. Donc nous avons obtenu cette très belle critique dans le New York Times. Et je souhaitais revenir sur la fin de l'article où Jason Fargo dit au sujet de l'exposition de Julie que ces tableaux se révèlent plus lentement qu'avant, qu'ils hantent le public, qu'ils nous font réfléchir à la matrice coloniale. Et voilà ce que j'adore, qu'il est question du désir en particulier. Je vais m'arrêter là. Well, thank you all. Merci beaucoup. Merci, Roux. Je suis très heureuse de pouvoir faire partie de cette table ronde avec toutes ces personnes avec qui j'ai pu travailler. Et j'espère aussi pouvoir travailler avec vous. Alors, merci pour Déby. Merci au Centre de Culture Visuelle Noire, NYU Paris, Nikki, Kalibla, Jordan. Merci de votre excellent travail. Alors, pour ce concept Black Curators Matter, cette table ronde sur les conservateurs, les commissaires d'exposition noire, nous y avons beaucoup réfléchi. Je m'occupe des études afro-américaines et diasporiques à l'Université de Columbia et avec l'ancienne présidente, nous avons travaillé sur ce sujet et je la remercie. Mais nous pouvons revenir sur... J'aurais pu revenir sur ce projet, mais j'ai choisi plutôt de vous parler de la rétrospective Susan Jackson qui aura lieu en 2025. Alors j'avais changé le nom, mais ce n'est pas bien grave. Alors Susan Jackson, alors ses souvenirs d'enfance concernent donc une ville de province, son humanité, sa diversité qui est ancrée dans son environnement naturel. Et elle réfléchit à tout cela de façon étroitement liée aux questions environnementales, car sa ville était entourée de montagnes et elle avait une grande empathie pour la nature. Et pendant son adolescence, son corps et son esprit étaient réellement conscients de l'environnement et échangeaient régulièrement avec celui-ci, se concentrant sur cette symbiose et cet étonnement face à la nature. Elle s'intéresse au rapport autochtone entre l'humain et le monde naturel. Il ne s'agit pas d'une opposition, mais d'un réel équilibre et un échange. Elle réfléchit aux connaissances astronomiques et environnementales et dans son art, elle explore différentes géographies et en retire des histoires. Pendant les années 70, alors qu'elle peignait, elle a continué à innover sur sa méthode, mais est toujours restée très connectée aux formes qu'elle peignait et s'intéressait particulièrement aux paysages en utilisant diverses couleurs et formats. Ce que nous voyons dans son œuvre, c'est cette connexion entre l'humain et la nature, en réfléchissant à l'écologie des genres que Mélanie Harvey a reconnu comme une sorte d'écoféminité, ce lien entre l'humain et la nature. Jackson a créé un langage symbolique de réciprocité entre les plantes, les poissons, les animaux et l'humain. C'est un travail axé sur la rêverie, le spéculatif, qui revisite notre rapport à la terre, aux vivants et aux ancêtres, une matérialité et une vie partagée. À travers tout ce travail,
Jackson réfléchit à la planète et à la transformation de celle-ci. C'est une maquette pour le changement. Et elle réfléchit également aux idées de soins, de prendre soin de la nature. Donc ici, vous avez une ligne en haut, une ligne courbe en haut d'un tableau. Est-ce de l'eau? Est-ce le ciel? En tout cas, c'est un lien, une équation. Dans cette œuvre, None of Us Communicate, aucun de nous ne communique, de 1971, on voit ce flux contrôlé qui commence à s'épanouir. L'artiste nous pousse à réfléchir au monde naturel et à cette égalité qui devient de plus en plus diagrammatique. Vous voyez en bas donc des arbres maintenus en place par ces doubles lignes horizontales. Et avec Snow Equation, l'on voit donc ces arbres dans l'hiver de l'Alaska et on voit en bas une sorte de miroir aquatique. Et l'on voit donc une approche assez schématisée du paysage. C'est une sorte de programme visuel et cet échange avec les théories du féminisme autochtone ou de l'écoféminisme. Certains ont dit que cela reflète un sens particulier qui fait que l'environnement est central à la lutte autochtone et à la lutte féministe. Il y a une structure géologique et océanique qui est évoluante et itinérante. Nous avons différents accords, différents rythmes incarnés. C'est une exposition transformatrice, une nouvelle grammaire qui illustre ce qui distingue le travail de Jackson. Et donc met en scène ces paysages agiles qu'elle dépeint. Le fait de prendre soin de la planète et de ses écosystèmes ont mené à une nouvelle technique. Donc on voit que les arbres deviennent plus flexibles, plus organiques. Nous les retrouvons ici. Apparitional Visitation, c'est le titre de l'œuvre. Et puis nous avons donc des arbres qui émergent et qui ondulent. Et nous avons le profil d'une femme, cheveux au vent. Alors, cela faisait partie d'une exposition dont j'ai été la commissaire et j'ai vu pour la première fois ce tableau il y a une dizaine d'années. Et c'est en me plongeant dans le travail de cet artiste que j'ai pu comprendre les différentes couches de ce travail. Et donc nous avons ces rapports entre les humains et les animaux. Nous avons aussi cette embrassade, ce baiser entre une femme et un poisson dans Baby Kiss. Donc ce monde dans lequel les humains et les animaux non seulement communiquent, mais se marient entre eux. C'est ce langage de Susan Jackson qui crée ces alliances entre le naturel et les êtres, et donc qui crée ce langage, cette alliance qui rejette le paradigme selon lequel ces différents êtres seraient en opposition. Je vais arrêter de lire et je vais plutôt parler rapidement d'autres sujets que je souhaitais aborder. Susan Jackson faisait partie de mon exposition Now Dig This et aussi dans mon livre South of Pico, donc sur l'art afro-américain dans les années 60 et 70. Dans le livre, elle est galeriste. Elle avait une galerie qui s'appelait Galerie 32 de 68 à 70. Et elle a organisé l'une des premières expositions dédiées aux afro-américaines à Los Angeles, l'exposition Saphir en 1970. Elle est poète également. Elle a produit ce livre avec Ella Lewis
qui est activiste également, et elle a également publié son propre ouvrage. Alors je suis contente de passer après Ruggiero, car ces réseaux étaient constamment en train d'échanger. Donc Suzanne, par exemple, interagissait avec d'autres artistes, pouvait les soutenir, les aider. Il s'agit là d'artistes qui auparavant n'étaient pas reconnus, mais tout d'un coup, ils sont visibles. Aujourd'hui, ils vendent leurs œuvres et c'est pour cela que les commissaires d'exposition noirs sont importants. Ensuite, donc, elle a grandi en Alaska, une femme noire en Alaska. Alors, mais mon mari le sait, je cherche, je suis tout le temps en quête de personnes noires en Alaska. Il y a un nouveau livre qui va sortir sur le sujet. Mais en tout cas, elle souhaite un retour à la terre. Et pendant les années 80, elle commence à peindre des portraits du monde naturel. Et donc, dans les années 90, elle étudie les beaux-arts à Yale. Et puis, elle déménage. Elle part pour le sud. Et je souhaiterais lire un paragraphe à ce sujet. Ici, aux États-Unis, dans les États du Sud, où elle s'est installée, c'est une migration inversée, 50 ans après la migration aventureuse et téméraire de ses parents qui cherchaient à échapper aux inégalités et au racisme. Et là, elle s'intéresse à toutes sortes d'animaux et vit avec un grand nombre d'animaux. Et elle se rend compte que n'ayant pas passé beaucoup de temps, qui considéré comme en fait le lieu d'origine de la vie et la culture afro-américaine, elle se sentait quelque part rassurée ou avait l'impression que quelque chose se préparait. Et donc vous voyez ce rectangle, ce carré, Lizzie and me with friends, Lizzie et moi avec des amis, et Woodpecker's Last Blues. Donc ici, il s'agit de son travail le plus récent. Elle commence à réfléchir dans Crossing Ebenezer à de nouveaux sujets. Ici, il y avait une escarmouche à Ebenezer pendant la guerre civile. Des Noirs sont morts. C'est la crique d'Ebenezer. Et aujourd'hui, c'est un parc naturel. Mais elle souhaitait immortaliser tout ça avec cette œuvre rouge sang. Alors, pour revenir donc à son travail et la façon dont le travail des conservateurs et commissaires peut nous soulever des questions extrêmement importantes. Je vous remercie. Merci beaucoup à mes collègues. Tout le monde a déjà été remercié, donc peut-être que je ne suis pas obligée de citer tous les noms, mais en tout cas, je le sens. Ce que je souhaitais dire, c'est que, bon, déjà, je n'ai pas d'image et je ne vous parlerai pas d'exposition. Je ne sais même pas ce que je fais ici. Mis à part le fait que peut-être qu'il fallait inviter un homme. Je plaisante. Mais lorsque j'ai découvert le titre de cette table ronde, je me suis demandé si je n'ajouterais pas un point d'interrogation. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment important? Et c'est à cette question que je souhaitais répondre. Pour moi, le titre, ou de ma présentation en tout cas, était
qu'est-ce que le noir? Qu'est-ce que c'est que d'être noir? J'ai un rapport assez particulier à ce mot. Je me souviens que Baldwin disait qu'il ne savait pas qu'il était noir avant de quitter Harlem. Si Baldwin ne savait pas qu'il était noir, c'est-à-dire qu'il était qualifié comme noir par un regard extérieur, est-ce que je vais me reposer sur le regard extérieur pour me définir? C'est la question que je me pose. En ce qui concerne le fait d'être commissaire d'exposition noire, comment définir le fait d'être commissaire noir? Est-ce que c'est un commissaire noir ou un commissaire qui parle des noirs, de la noirceur? Je ne sais pas ce que ça veut dire en réalité. Vous nous avez parlé de vos expériences en tant que commissaire noir, mais ce que vous faisiez, c'est de vous concentrer sur une certaine histoire, une certaine vision. On le sait que vous n'êtes pas suédoise. C'est-à-dire que ce qui importe, c'est le fait de raconter l'histoire. Et je ne pense pas qu'il faut limiter cela à certaines questions. Je ne suis moi-même même pas vraiment commissaire ou conservateur. Je suis quelqu'un qui raconte des histoires que je transforme en exposition. Et ce n'est pas l'exposition qui importe, c'est l'histoire que l'on raconte. Et si c'est une exposition collective, eh bien, comment allez-vous, entre guillemets, utiliser l'artiste pour raconter l'histoire que vous souhaitez raconter? Mais il y a une astuce, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir à l'histoire du conservateur ou du commissaire plutôt que celle de l'artiste au départ. Lorsqu'il s'agit d'une exposition d'un seul artiste, il y a un échange entre le commissaire et l'artiste, mais lorsqu'il s'agit d'un collectif, eh bien, c'est le commissaire, en fait, qui raconte une histoire à partir du travail de tous ces artistes. Mais si les Afro-Américains ou les Noirs ne sont pas bien représentés, je ne dirais pas que c'est parce que ces personnes étaient noires, je dirais que c'est parce que les commissaires n'étaient pas bons, que les commissaires n'ont pas réussi à voir ce qui était à voir. Vous avez donné un exemple. Vous aviez expliqué la façon dont certaines œuvres qui avaient été stockées ont été sorties de la réserve, mais ce n'est pas le regard du MoMA qui a changé l'œuvre, c'est le fait d'avoir sorti l'œuvre de la réserve. Donc le fait d'être commissaire, c'est de raconter des histoires, et c'est toujours lié aux histoires individuelles. Si j'étais femme, j'aurais peut-être un regard féminin sur ma conception d'une exposition, car l'histoire que je raconte découle de mes expériences, de ma lecture du monde. J'aimerais plutôt parler de comment être bon commissaire, ce qui constitue un bon ou un mauvais commissaire d'exposition. Et la question, c'est est-ce qu'un mauvais commissaire noir compte? Eh bien non, il y a déjà suffisamment de mauvais commissaires. Il faut apporter quelque chose, et ce quelque chose, ce n'est pas forcément cette qualité d'être noir, c'est le regard. C'est un regard éclairé, composé de plusieurs couches, qui composent finalement une identité. Mais l'une de vous
à parler d'identité et de sexualité, l'étude des origines. Nous sommes un mélange de tout cela. C'est ce qui constitue le regard, qui nous permet d'identifier ce qui manque. Et je pense qu'un bon commissaire, c'est quelqu'un qui voit ce qui manque. Alors, j'ai commencé à prétendre être commissaire d'exposition car je vivais à Paris. Je visitais des musées, des expositions, des galeries. Et je ne voulais pas lutter pour la noirceur ou autre. En fait, ce qui m'énervait, c'est que je voulais me sentir représentée. Je vivais dans cette ville, mais quelque part, j'étais invisible. Car l'on ne me voyait plus quelque part. Mais, encore une fois, je voyais ce que Baldwin appelait l'évidence de ce que l'on ne voit pas. Et je pense que c'est ce qui est important. Et si le regard que nous apportons est réel et profond, nous parlons de recherche, vous regardez un travail et 10 ans plus tard, l'œuvre continue à parler, elle continue à révéler des choses. C'est ce que nous faisons et c'est cette notion qui m'a paru importante, c'est la trahison. Il y a cette expression traduttore, traditore, ce qui consiste à dire qu'un traducteur trahit. Et je pense que les commissaires sont des traîtres également, mais il faut qu'ils soient brillants. Il s'agit de prolonger ce travail. Parfois, le commissaire peut écrire sur le sujet, parfois non. Bref. Mais il y a ce rapport. Il y a d'un côté le commissaire, l'artiste, l'espace, le public. Et tout cela constitue un tout pour créer cette interprétation qui finalement est également traduction. Il nous faut raconter nos propres histoires et c'est à cette lumière que nous pouvons la raconter. L'artiste peut dire « oui, je suis d'accord » ou bien l'artiste peut dire « non, ce n'est pas forcément ainsi que je souhaitais être représenté ». Alors, les commissaires d'exposition noire comptent-ils? Oui, bien sûr, car cela apporte de la couleur au monde. Mais je ne pense pas que mes collègues se considéreraient forcément comme commissaire noir. Quand j'ai rencontré Queen Deb, je ne l'ai pas vue comme commissaire afro-américaine, je l'ai considérée comme quelqu'un qui pouvait mettre en scène magnifiquement des œuvres photographiques. Et donc, pour le fait de parler de commissaires noirs, c'est dire que les commissaires noirs pourraient avoir à raconter des histoires qui sont censées être les leurs. Je pense que n'importe qui d'entre vous pourrait écrire de belles histoires sur Van Gogh ou n'importe qui. Pas nécessairement sur un sujet relevant des noirs ou de la noirceur. Finalement, tout le monde est noir. Et ces personnes ont vécu
certaines expériences qui leur font raconter un certain type d'histoire. Si vous allez en France, en Bretagne, à Marseille, ces Français, même au sein de la France, peuvent être en opposition sur leurs identités. Donc il faut revenir à l'individu. L'individu peut se faire porte-parole, mais si je souhaite raconter une histoire, eh bien, il faut commencer par la mienne, en espérant que cette histoire parle à bien d'autres. Je ne cherche pas à raconter les histoires des autres parce que je ne les connais pas. Et je conclurai sur Baldwin, à qui on a demandé si il était porte-parole des Noirs, et il a dit « Bien sûr que non, ils m'y ont piégé, je suis noir, je lutte pour mes droits, mais il y a des Noirs que je déteste, des Noirs qui me détestent. » Mais finalement, il a été porte-parole. Je pense que la prochaine étape sera donc d'être commissaire qui raconte des histoires qui n'ont jamais été racontées. Il est clair que nous sommes noirs, c'est visible. Donc la question, c'est comment écrire cette histoire, raconter ces histoires qui sont à la fois personnelles et universelles, même si je n'aime pas ce mot. Comment imposer notre regard sur le monde? Merci. Hi everyone. Bonjour à toutes et à tous. Je remplace donc ma collègue Dr Anne Lafont. Je souhaite simplement dire que j'aimerais bien faire avancer la diapo et j'aimerais également faire un signe, étant donné le titre de cette table ronde et étant donné l'importance des intervenants. J'aimerais simplement évoquer les étudiants venant de NYU Abu Dhabi et d'autres institutions. Et en fait, de nombreux d'entre vous étudiez pour devenir des commissaires, pour raconter des histoires, pour devenir écrivains, comme vous l'êtes tous ici. Donc, merci beaucoup d'avoir donné l'exemple. Merci d'être ici. Alors, Anne Lafont, qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, m'a demandé de partager quelques éléments de sa recherche. Alors, une des choses qu'elle m'a dit, c'est qu'elle s'inspirait des images de la culture matérielle qui font partie de la collection du Quai Branly. Et donc, souvenez-vous où vous êtes, et peut-être que certains d'entre vous avaient eu l'occasion pendant la pause déjeuner de voir les expositions. Il y a une exposition sur la photographie, et puis de voir également la collection permanente. Et ceux qui s'intéressent, eh bien, en tout cas, tous ceux qui habitent à Paris ou tous ceux qui se rendent à Paris pour faire des visites, eh bien, je vous encourage à visiter, à prendre connaissance de cette collection. Et c'est vraiment cette collection dont elle est spécialiste, elle étant le docteur Lafont. Donc, elle a souhaité partager 3 diapos ici. C'est une image des Signaret, un groupe de races mélangées, de femmes sénégalaises qui avaient une certaine influence grâce à leur mariage avec des hommes européens et grâce à leur patrimoine. C'était donc pendant la période d'esclavage et de commerce des esclaves transatlantiques. Je vais vous montrer une autre image. Là encore, on raconte des histoires en essayant de réfléchir à la façon dont les images des objets d'une collection pourraient être réunies pour combler les écarts, combler les lacunes
et de donner voix à certains silences. Elle souhaitait également partager d'autres images, telles que celle-ci, qui sont associées à l'image historique que vous avez vue des Cinieri, dans un sens plus contemporain. Et il y a d'autres objets physiques qui sont tirés de cette collection qui permettent de penser au processus de commissionner une exposition et qui sont utilisés pour raconter des histoires sur l'art et la culture africaine. Donc des objets qui viennent de périodes historiques, mais également des périodes contemporaines et qui sont utilisés pour façonner des récits contemporains. Et parfois, on ne connaît pas les noms des objets ou ne connaît pas les noms des personnes qui sont dans ces images, mais peu importe. Cela nous permet de réfléchir à la relation entre les pratiques des commissaires et des objets dont on dispose. Le docteur Lafont a souhaité montrer la recherche qu'elle a entreprise et la façon dont ces images du passé nous viennent et nous permettent de construire des récits. Donc, merci beaucoup de votre attention. Je saisis l'occasion pour remercier ces intervenants d'avoir partagé leurs recherches et d'avoir également suscité des questionnements intéressants. Donc, je me tourne vers le public pour savoir si vous avez des questions. Oui. Question hors micro. L'interprète, malheureusement, n'entend pas la question. Si l'on peut fournir un micro à l'intervenant, l'interprète pourrait entendre la question et l'interpréter. Intervention hors micro. Malheureusement, l'interprète n'entend pas la question. Alors, je suis la seule personne qui n'est pas noire, qui ne suis pas noire dans ce panel, donc je vais commencer. Ah oui, je vois qu'il y a un microphone. Je vais donc répéter la question. Est-ce qu'il y a un des commissaires sur scène? Je remercie d'abord tout le monde pour leurs opinions. J'aimerais que vous parliez d'un moment dans votre carrière où vous vous êtes rendu compte que votre identité comptait, influait sur votre processus de travail. Alors, j'étais à Washington pour le conseil d'administration du Smithsonian pour parler de l'art africain. Et à l'époque, je travaillais sur un spectacle, une exposition qui s'appelait Divine Comedy. Il y avait une personne dans le conseil d'administration et il a dit « Merci beaucoup pour vos histoires. Il y a tellement de belles histoires dans les Caraïbes, en Afrique. Et pourquoi vous avez choisi de nous raconter une histoire du Moyen-Orient, d'Italie ?» Et j'ai répondu, pour moi, son travail était universel. Donc, c'était un échange intéressant. C'était un exercice où j'ai pu expliquer à un membre du conseil d'administration de lui expliquer que l'art africain était finalement un art universel. Qui m'avait demandé pourquoi j'avais choisi de me concentrer sur un Européen plutôt que de parler de mon art à moi. Alors, moi, j'aimerais dire que mon projet est un projet qui porte sur
l'histoire orale. Simon a une approche très différente et je la respecte. Mais pour moi, mon projet à moi est un projet d'histoire orale qui implique 6 commissaires. Il s'agit d'un dialogue intergénérationnel, entre des personnes comme Laurie Sims, Deborah Ashley James, 2 commissaires noirs, les premiers commissaires noirs à Guggenheim, moi-même, MoMA, Richard L. Powell, qui est universitaire à Duke, et Brian, qui au Musée national de l'art et de l'histoire et de la culture africaine, et la première commissaire noire à Whitney, et puis la deuxième commissaire à Whitney, et le directeur du musée de Paris à Miami. Donc voilà, on étudie 40 ans d'histoire. Tout le monde est commissaire aujourd'hui. Les artistes noirs rencontrent un certain niveau de succès aujourd'hui, mais rappelons-nous une époque comme par exemple quand Laurie Sims a travaillé dans le Met à New York pendant 16 ans et elle n'a pas pu exposer pendant 16 ans et on ne savait pas quoi faire avec elle. Et donc c'était une période de l'histoire très curieuse. Et parfois, c'est nous qui exposons ces histoires grâce à notre perspective. Et un jour, enfin, ils sont en mesure d'exposer à un moment. Et ça, c'est formidable. Ce qui me perturbe quand je lis certains articles sur ce qui arrive à certains artistes noirs, on parle de découverte. Non, on les connaît depuis 50 ans. Moi, je connaissais Susan Jackson il y a 10 ans avant que j'ai pu voir son travail. Et d'un coup, on l'a découverte, entre guillemets. Et on vendait ses œuvres pour des centaines de milliers d'euros de dollars. Ne parlons plus de découverte, puisque cela exclut tous ces artistes noirs qui travaillent depuis des décennies entières. C'est pour cela que j'ai voulu travailler sur ce projet des histoires orales. Elles seront déposées dans des endroits publics et nous allons également sortir un livre avec des extraits de ces histoires orales. Voilà le projet sur lequel je travaille. Merci beaucoup pour cette question. Nous avons le temps de prendre une question supplémentaire. Bonjour. Je pose une question très large pour qui veut répondre sur l'importance de la présence. Et me faisant l'écho du titre de ce panel, j'aimerais vous demander pour qui votre présence compte-t-elle? Comment définissez-vous la noirceur? Qui ce concept inclut-il au-delà des frontières des États-Unis? Voilà. Pour qui comptez-vous et comment définissez-vous la noirceur et pour qui votre présence compte-t-elle? Thank you. I mean, I think the short answer. Merci. Très brièvement, cela compte pour tout le monde. Non pas puisque je suis quelqu'un de spécial, mais puisque le monde est très divers. La majorité du monde est composée de personnes à peau brune, de descente africaine, australienne ou asiatique, le monde entier en fait. Et nous vivons dans un monde qui a été très touché par
ce coin du monde a interagi de façon violente le plus souvent avec les autres parties du monde, que l'on aime, que l'on y réfléchisse tous les jours, etc. Cela reste vrai, même dans ce musée. Ce musée est emblématique et symbole de tout cela. Donc, ce que je fais importe pour tout le monde, puisque ce que disent les institutions importe pour tout le monde. Dans le monde d'aujourd'hui, on parle beaucoup de capital, on parle des biens qui circulent sans pour autant porter de l'attention à des actes justes ou injustes du passé. C'est comme cela que les musées ont été constitués et il faut donc être conscient de toutes ces histoires. J'ai travaillé avec Myriam Banani et Oriam Baki qui sont libanais et palestiniens respectivement. Et ensemble, en tant que personnes des diasporas différentes, on apporte des perspectives différentes. Et quelle que soit la différence entre nos parcours, je peux leur permettre de raconter leur histoire. Et c'est aussi intéressant d'y réfléchir en tant que trahison, puisque finalement, on raconte les histoires, on fabrique des histoires selon nos propres programmes et selon nos propres mandats. Et je redis donc que la majorité du monde est faite de personnes à peau marron. Nous ne sommes donc pas, nous ne faisons pas l'exception, nous sommes la majorité du monde. Nous devons donc voir nos histoires dans nos institutions, puisque ces institutions dictent la façon dont le pouvoir circule dans le monde. La culture est le facteur moteur d'une grande partie des choses dans le monde. C'est pour cela que ce conte, il faut donc raconter des histoires sur la culture que nous voulons. J'ai un petit commentaire à rajouter, et je vais être très bref. Il y a beaucoup de choses qui devraient compter pour nous, tout d'abord, et qui devraient compter aussi pour tout le monde. Si ce n'était pas le cas, on n'en parlerait pas ici. Et nous allons ainsi clore cette session.